Rentabiliser son terrain agricole, le choix du photovoltaïque. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes et renouvelables. Aujourd'hui, notre expert Xavier Perminja est directeur d'activité dans le photovoltaïque chez UNIT. Vous le connaissez. Bonjour Xavier. Bonjour Marian. Donc Xavier, on ne te présente plus ? Enfin, si en fait, on va encore une fois te présenter. Xavier, qui es-tu ? Alors, je travaille chez UNIT depuis plus d'un an maintenant, et puis je suis dans le secteur du photovoltaïque depuis un peu plus de 5 ans. Mon job, c'est de trouver des terrains sur lesquels construire des futures centrales, d'amener ensuite les projets jusqu'à leur phase de réalisation, notamment un permis de construire, et ensuite de les faire construire et de les exploiter pendant toute leur durée de vie, c'est-à-dire une trentaine d'années. Et UNIT, donc on fait ce type d'activité sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'hydro, l'électricité, et l'éolien. Même si aujourd'hui notre axe de croissance principal c'est bien le solaire photovoltaïque. Alors aujourd'hui on va parler de la rentabilisation de son terrain agricole. On va parler des terrains agricoles. On parle beaucoup de terres non constructibles, de terres agricoles. Est-ce qu'il y a une différence ? Laquelle elle est ? Est-ce que c'est juste dans l'usage ? Enfin, comment ça se passe ? Alors il faut bien distinguer notamment en France la caractéristique réelle d'un terrain et puis son classement administratif entre guillemets. Quand on parle de terre agricole, spontanément on pense tout de suite à un terrain avec un champ ou une culture quelle qu'elle soit. Mais en fait, c'est pas forcément ce qui se passe dans un plan local d'urbanisme. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la plupart des communes de France, et toutes ont vocation à l'être, sont gérées par un plan local d'urbanisme, un PLU, qui dit parcelle par parcelle quelle est la catégorie du terrain. Donc on a les terrains à urbaniser, les terrains urbanisés, ce que nous on appelle communément les terrains constructibles, et puis à côté on a les terrains qui sont dits naturels et les terrains qui sont dits agricoles. Mais finalement on peut très bien avoir un terrain qui est classé en zone naturelle dans un PLU et qui en fait est cultivé. Et puis pareil, on peut avoir un terrain qui est classé à urbaniser dans un PLU, mais qui est cultivé en attente d'urbanisation. Donc nous, on reste sur la nomenclature terrain agricole. Ouais. Mais ces terrains agricoles, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ? Quelles options tu connais pour rentabiliser un terrain agricole ? Alors, spontanément, on a envie de dire cultiver. Effectivement, un terrain qui en tout cas aujourd'hui n'est pas constructible, c'est-à-dire sur lequel on ne va pas pouvoir construire de lotissement ou d'activité industrielle, ce qui d'un point de vue, si on parle argent, ça paraît être le plus lucratif effectivement, mais si on ne peut pas faire ce type d'activité, la première option c'est de se dire qu'on va cultiver. Alors je ne suis pas agriculteur, en fonction de chaque catégorie de terrain, en fonction de la zone géographique évidemment, et puis du contexte, il y a telle ou telle culture qui sont plus ou moins lucratives, mais je ne peux pas trop m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas mon métier. On voit aussi beaucoup de spéculation foncière sur des terrains même qui sont classés non constructibles, donc qui ne sont pas en zone à urbaniser ou en zone urbanisée, puisque on a des promoteurs ou des différents acteurs qui vont estimer qu'un terrain peut devenir constructible à horizon 15, 20, 30 ans. Effectivement, les terrains en bordure d'agglomération sont pas mal recherchés dans cette logique un peu de pari sur l'avenir. Même si aujourd'hui on voit qu'il y a une vraie tendance et une vraie volonté de la part du gouvernement qui se traduit dans les collectivités locales de limiter l'urbanisation. On parle beaucoup de la loi zéro artificialisation nette qui veut qu'il y ait plus qu'on arrête d'artificialiser les terrains d'ici, alors je crois que c'est 2050, pour limiter l'étalement urbain et donc justement le fait qu'il y ait des terres agricoles qui disparaissent. Un autre moyen de gagner de l'argent sur un terrain non constructible, ça peut être évidemment donc, d'acheter pour le louer, pas le cultiver soi-même, même si là on a un sujet qu'il faut avoir en tête, c'est que n'importe qui ne peut pas acheter un terrain agricole en France. Donc on a des SAFER qui sont des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui sont des instances donc départementales dont l'objectif va être de justement limiter l'acquisition et l'accaparement de terres par des gens qui ne seraient pas des agriculteurs. Donc leur objectif, via un droit de préemption qu'ils vont avoir sur ce type de terrain, ça va être de faire en sorte que toi ou moi, on ne puisse pas acheter un terrain si on n'est pas agriculteur pour le louer ou pour faire de la spéculation. Donc pourquoi je dis ça, c'est que c'est pas facile, c'est pas si évident de se dire qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'argent sur ce type de terrain, on puisse en passer par ce biais, quoi. Il y a des avantages fiscaux à investir aussi sur des terrains si on est soumis à l'ISF avec des économies d'impôts. Et puis cette logique aussi de plus-value à la revente, la demande foncière étant assez forte en France, avec un doublement de la valeur des terres sur les 30 dernières années, il y a pas mal d'investisseurs, il y a des assurances qui investissent là-dedans aussi, en se disant que ils revendront le terrain plus tard. Et enfin, un moyen qui est celui qui m'intéresse le plus, quand on est propriétaire de terres agricoles, ça va être de louer à des acteurs comme UNIT pour faire ce qu'on appelle de l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, on en a déjà parlé, c'est coupler la production agricole
et la production électrique sur une même parcelle. Nous, notre définition, en tout cas chez Unit, notre volonté, c'est de dire qu'on arrive à concilier les deux usages sans dégrader la production agricole. Voilà, et donc effectivement, ça permet ce qu'un acteur comme nous paye un loyer au propriétaire, tout en lui assurant la continuité de son activité agricole. Donc c'est vraiment un moyen de dégager un revenu qui en plus va être stable sur une longue durée, puisque en général un bail comme celui que nous on va proposer c'est sur 30 ans, tout en ayant l'activité agricole qui va être pérennisée, et puis la possibilité de maintenir les mêmes rendements. Voire, on l'estime aujourd'hui, même s'il y a encore peu de retours sur ce type d'installation, que les rendements pourraient être améliorés, en tout cas si le projet agrivoltaïque est bien conçu, puisqu'aujourd'hui on a des phénomènes climatiques de plus en plus intenses et fréquents qui dégradent la production agricole, et l'agrivoltaïsme pourrait être une solution pour limiter l'impact de ces dérèglements climatiques. D'accord, pour protéger les récoltes, protéger les animaux, ou ce genre de choses. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, tous les éléments de rentabilisation de terrains agricoles que tu as listés, quasiment tous, on peut les coupler avec du photovoltaïsme. Donc d'une manière générale, je veux dire que ce soit des avantages fiscaux, que ce soit la plus-value à la revente, que ce soit le fait de miser sur le constructible. Complètement. Tout ça, en fait, peut être couplé avec le photovoltaïsme pendant un temps. Je confirme. Alors, est-ce que tu considères qu'acheter un terrain agricole pour le louer, c'est une bonne affaire ? Est-ce que tu as déjà vu des gens, des partenaires à toi faire ça ? Est-ce que c'est courant ? Est-ce que c'est un chemin qu'on observe régulièrement ? Oui, nous on a des partenaires qui viennent nous voir en nous disant voilà, si j'achète ce foncier, est-ce que ça vous paraît pertinent pour une centrale solaire ? Et qui ont très bien compris qu'effectivement c'était des investissements qui pouvaient être très rentables. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui il y a énormément de concurrence pour trouver des terrains pour installer des centrales photovoltaïques en France, ce qui veut dire que les prix à la location ont pas mal augmenté. Et on se retrouve parfois dans des situations où finalement on a des loyers annuels qui correspondent au prix d'acquisition du terrain. C'est-à-dire qu'en un an, on a remboursé son investissement. Donc ça, c'est des cas un petit peu extrêmes. Donc effectivement, mais par contre, voilà, c'est assez fréquent qu'on ait des partenaires qui nous disent, voilà, j'investis ici, est-ce que vous me proposez un projet photovoltaïque ? Ça a l'avantage évidemment de diversifier son patrimoine, mais voilà, il faut avoir en tête que c'est pas facile non plus. Je reviens à cette notion de SAFER. On ne peut pas acheter ce qu'on veut sans avoir un accord avec cette instance. Donc ça peut être assez complexe, et parfois on peut se lancer dans une acquisition sans avoir en tête que au dernier moment, la SAFER peut préempter le terrain finalement, et que tout le boulot qui a été fait pour arriver jusqu'à l'acquisition tombe à l'eau, quoi. Dans ce cas-là, on ne perd pas ses économies, on perd son temps. Tout à fait. J'aimerais rajouter ici un petit aparté que Xavier m'a demandé d'ajouter au montage. Voilà, il faut quand même avoir en tête qu'un projet de ce type n'est pas un parcours sans embûches. Il peut y avoir des risques, par exemple il peut s'écouler jusqu'à 2 ou 3 ans avant d'apprendre que le projet ne se fera pas pour différentes raisons, comme on l'a vu un peu plus tôt, et en premier lieu ça peut être à cause de la découverte d'espèces protégées sur le site, ou simplement l'impossibilité de se raccorder au réseau. C'est un investissement, et comme tout investissement, il peut y avoir des risques. Simplement ici, on a un retour bénéfice-risque qui nous semble très intéressant. J'observe qu'il y a aussi un avantage à faire un investissement dans l'écologique. Oui, alors, malheureusement, c'est rarement la priorité de nos partenaires. Enfin, malheureusement ou pas finalement, puisque finalement le résultat à l'arrivée, c'est qu'une centrale photovoltaïque, c'est un moyen de produire de l'énergie propre. Mais nous, Unit, c'est notre vocation, c'est notre raison d'être. C'est pas forcément ce que recherchent nos partenaires. Ils recherchent plutôt un investissement financier. Mais puisque ça permet de concilier les deux, ça nous va très bien en tant que tel. Bon, voilà, tout le monde est content. Alors, toute cette histoire, ça se passe autour de la location du terrain à Unit, le terrain dont votre partenaire est propriétaire. Et j'ai cru comprendre que c'était un bail amphithéotique. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Alors, déjà, effectivement, nous, on pourrait penser pourquoi Unit n'achète pas des terrains, tout simplement. Alors, on préfère louer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller acquérir du foncier, et ça serait plutôt mal vu qu'un acteur comme nous vienne acheter des terrains, notamment au détriment peut-être d'acteurs locaux ou d'agriculteurs qui voudraient étendre leurs exploitations. Et l'autre raison, c'est qu'on n'a pas envie de bloquer de l'argent sur de la longue durée, et qu'on préfère donc plutôt que de bloquer une forte somme au lancement du projet, payer des loyers, même s'ils sont récurrents, et ce qui nous permet d'avoir moins d'immobilisation. Et donc effectivement, le modèle qu'on privilégie, ça va être de la location. La location longue durée,
et donc via un bail emphytéotique. Un bail emphytéotique, c'est un type de bail qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est sa longue durée. Au minimum, un bail emphytéotique, c'est 18 ans, au maximum, c'est 99 ans. Et une autre de ses caractéristiques, c'est qu'il est constitutif de droits réels. Ça veut dire qu'à partir du moment où on signe un bail, nous, on peut construire finalement ce qu'on veut sur le terrain, et c'est comme si on en était le propriétaire. Donc ça nous permet de construire une centrale photovoltaïque qui est un investissement qui est assez colossal, puisque l'ordre de grandeur, c'est entre 800 000 et 1 million d'euros par hectare pour une centrale photovoltaïque. Donc nous, on va être propriétaire de la centrale. On ne sera pas propriétaire du terrain, mais bien de la centrale. Et puis ça va nous permettre aussi, une fois qu'on aura construit la centrale, de éventuellement sous-louer le terrain ou de mettre à disposition le terrain plutôt à un agriculteur ou à un exploitant qui lui pourra continuer donc son exploitation sous les panneaux, et on va même le rétribuer à ce titre, puisque nous il nous rendra un service en le sens où il va se faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ombrage sur les panneaux, puisqu'il va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'herbe qui va pousser au-dessus des panneaux. Il va entretenir le terrain, puis il aura aussi l'intérêt d'être présent sur site quasiment au quotidien, alors qu'une centrale photovoltaïque finalement, sur une centrale d'une dizaine ou une quinzaine de mégawatts, il n'y a pas une personne à temps plein qui est sur le site. Donc là, d'avoir un agriculteur qui passe régulièrement, c'est aussi un moyen pour nous d'avoir des infos sur s'il y a des problématiques spécifiques sur la centrale, quoi. Et alors, on parle beaucoup de calcul à l'hectare sur ce genre de choses. Est-ce qu'on peut commencer directement avec 1 hectare de terrain pour faire de l'agrivoltaïsme ? Non, c'est trop petit. Faut avoir en tête que comment on construit nous un projet. On va prendre tous nos coûts de construction, de développement, d'exploitation, etc., de location aussi. Et puis on va voir si à la fin on arrive à produire un mégawattheure d'électricité qui soit compétitif. Plus le terrain il est petit, plus ça va être compliqué de faire des économies d'échelle, et moins on va avoir de chances de produire un électron qui soit compétitif. Donc nous, quand on regarde un projet, en général, on ne regarde pas en dessous de 3-4 hectares. Et là, je ne parle même pas d'agrivoltaïsme, je parle d'un projet, par exemple, sur une ancienne décharge, où on va pouvoir densifier un maximum les panneaux, et donc mettre un maximum de mégawatts par hectare. Et si on est sur un projet agrivoltaïque, là, l'idée, c'est qu'on va espacer davantage les panneaux pour pouvoir permettre une culture entre les tables, et donc on va avoir besoin de plus d'hectares pour mettre moins de mégawatts finalement, et donc avoir une centrale qui soit compétitive. L'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, même si chaque projet est différent, c'est qu'en dessous d'une dizaine d'hectares, pour un projet agrivoltaïque, c'est très compliqué d'avoir un projet qui soit compétitif. Et donc, en fait, au final, ce qui compte, c'est le nombre de mégawatts-heure. Donc, je présume que selon la localisation, ça crée une différence, selon l'ensoleillement. Oui, tout à fait. Parce qu'un même mégawatt installé va produire plus de mégawattheures par an dans le sud de la France que dans le nord. Donc c'est vrai qu'un projet en Occitanie, on pourra se permettre de le faire un peu plus petit que s'il est dans les Hauts-de-France pour une même surface. D'accord, donc au niveau des terrains qui vous intéressent, il y a les facteurs importants sont la taille, sont l'ensoleillement. Est-ce qu'il y a d'autres points importants, par exemple la localisation, si on est loin des réseaux, le fait que le sol est labourable ou non, la qualité des sols, quoi, ce genre de choses? Alors il y a énormément de paramètres. Je ne sais pas si on rentre trop dans le détail là, en lister un par un, mais en tout cas, c'est vrai que les principaux paramètres, tu les as cités, c'est la surface, la distance au réseau, où est-ce qu'on va se brancher en fait sur le réseau électrique, puisque l'ordre de grandeur, c'est 100 000 € du kilomètre pour aller se brancher notre centrale sur ce qu'on appelle un poste source, donc un poste Enedis qui va pouvoir nous permettre de redistribuer la production sur le réseau. On a par exemple des sujets, est-ce qu'on est à proximité d'un monument historique ou pas? Est-ce qu'on est en zone de plan de prévention des risques d'inondation? Est-ce que le terrain est plus ou moins plat? On a besoin quand même d'une pente qui soit minimale, et puis s'il y a une pente, il faut qu'elle soit plutôt orientée au sud, idéalement. Est-ce qu'il y a des problèmes de covisibilité? Parce qu'effectivement, c'est un des sujets sur le solaire, et peut-être encore plus sur l'agrivoltaïsme, puisque par défaut, on va surélever un petit peu les structures pour permettre notamment le passage de tracteurs et d'engins agricoles, et donc les panneaux se verront de plus loin. Et c'est vrai que c'est ce qu'on commence à reprocher aujourd'hui au photovoltaïque en France. On n'est pas encore non plus au niveau de l'éolien, où dès qu'il y a un projet, il y a une opposition qui se manifeste et qui ralentit considérablement les développements. Mais effectivement, c'est un sujet qui remonte de plus en plus, la covisibilité. Donc nous, on a à cœur d'essayer de mettre des haies paysagères et de s'installer dans des zones qui sont le moins visibles possible, mais malheureusement, on ne peut pas rendre les panneaux invisibles, quoi. Donc voilà, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte. Après, c'est
c'est vraiment les équipes d'UNIT, hein, dès lors qu'il y a un terrain qui nous est remonté, qui nous permet d'analyser en une demi-journée la faisabilité technique. Il y a aussi des zones de protection environnementale qui peuvent être impactantes. Enfin voilà, bref, pas mal de paramètres, mais vraiment les grands points à garder en tête si vous êtes propriétaire de foncier, c'est la surface, la distance au poste de raccordement et l'usage finalement. Est-ce qu'on est sur un terrain d'élevage, de pâture, ce qui va être privilégié par des acteurs comme nous, notamment le pâturage ovin. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre des tables qui ne soient pas non plus trop surélevées et donc moins chères à construire et de maintenir vraiment un usage du sol sans avoir à le modifier. Un terrain aujourd'hui qui soit un champ de blé dans la Beauce par exemple, c'est plus compliqué de développer un projet dessus, quoi. Alors on va venir sur ce point-là, mais donc si jamais moi j'ai un terrain et que je suis intéressé, comment ça se passe ? Je vous contacte ? Tout à fait. L'idée, c'est de nous mettre... donc, on mettra le lien vers notre site internet. Vous nous envoyez le terrain. On se refait un petit appel pour comprendre un peu les tenants et aboutissants, parce qu'il y a pas mal d'autres problématiques qu'on n'a pas évoquées, mais si c'est un terrain en indivision, par exemple, ça va être plus compliqué pour nous, parce qu'il y aura plus de personnes à convaincre, ça va être plus long pour signer l'accord foncier, etc. Mais bref, vous nous contactez. Une fois qu'on a la zone du terrain, nous, en quelques heures, on sait si oui ou non on veut y aller, même s'il y aura parfois d'autres problématiques à lever, hein. Par exemple, dans la plupart des cas, il faudra quand même contacter les élus locaux pour connaître leur position sur ces sujets-là, et ça, on ne peut pas le faire en une demi-journée. Mais en tout cas, sur la faisabilité technique sur un terrain, ça, on le sait très vite. À partir de là, nous, on se rencontre, on fait une visite technique du site, et on vous propose une location, un loyer qui soit adapté, donc comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la taille, de la distance au réseau, etc., nous, on propose un loyer par hectare ou par mégawatt et par an. Et puis après, on signe cet accord foncier et là, on lance les différentes études et on part pour 2 à 3 ans de développement avant de lancer la construction de la centrale. Donc, on a listé un certain nombre d'exploitations qui pourraient être intéressantes pour du photovoltaïque dans le sens de l'agrivoltaïsme. Au niveau de ces exploitations, quid par exemple, des exploitations porcines, laitières, avicoles, enfin tous les types, ou même les vignes. Est-ce qu'il y a des exploitations que tu recommandes plus que d'autres ? J'ai une petite liste là en tête. Est-ce que tu peux voir point par point ? Donc le terrain privilégié vraiment, c'est celui dont je viens de parler pour nous, c'est les exploitations ovines, donc des zones de pâturage avec des moutons ou des brebis, pas des chèvres puisqu'elles montent sur les panneaux, ce qui n'est pas idéal. Mais finalement, c'est des zones que nous on va rechercher en priorité. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est des zones assez grandes, c'est des zones où on arrive à faire des projets où finalement on adapte un minimum les structures, donc on va les surélever à 1 mètre, 1 mètre 20, mais finalement c'est pas tant que ça, on va les espacer un petit peu plus, et puis surtout on commence à avoir des études qui montrent qu'il y a un vrai gain pour la production agricole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est vraiment nous ce qu'on cible en priorité. Alors il y a des champs d'agriculture ou certains de nos confrères là qui ont fait des études, on n'a qu'1 an ou 2 de recul, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais par exemple j'ai quelques chiffres en tête, sur une étude qui a été menée, donc je crois que c'était en Saône-et-Loire, entre 2 sites, donc un avec 8 hectares sans panneaux, l'autre avec des panneaux et les 2 avec du pâturage ovin, on s'est rendu compte après 130 jours que le poids des agneaux sur le site avec les panneaux était de 3 kg supérieur en moyenne à celui du site sans les panneaux. Et puis en termes de mortalité, il y avait eu 7 agneaux qui étaient morts sur le site sans panneaux contre 2. Donc voilà, c'est des éléments, tout ça couplé par exemple avec une diminution de la température en moyenne de 3 degrés sur la zone avec les panneaux, une croissance de l'herbe 3,2 fois plus rapide, une herbe plus riche en azote et en fibres. Enfin voilà, c'est des données qui commencent à émerger, qui tentent à montrer que finalement c'est pas déconnant de faire des projets sur pâturage ovin, et donc c'est vraiment ce qu'on va privilégier. Maintenant, les autres types de pâturage, je pense aux bovins, ça peut aussi s'envisager, avec d'autres contraintes, il va falloir surélever et renforcer les structures. Donc non seulement ça coûte plus cher, mais en plus c'est plus visible. Mais voilà, aujourd'hui en France, il n'y a pas de projet qui soit construit. Il y en a en Belgique, il me semble, mais il y en a pas mal en développement. Nous-mêmes, on en a plusieurs en développement sur ce type de technologie. Il y a pas mal de projets aussi sur des élevages avicoles, avec l'intérêt là, non seulement d'offrir un meilleur confort d'utilisation aux exploitants, puisqu'on va mettre des ombrières avec des filets en terre ombrière qui sont plus élevés, plus hauts que ce qu'ils pouvaient avoir sur leurs anciennes exploitations. On va avoir une protection contre la grippe aviaire, qui est un sujet d'actualité, en mettant les abreuvoirs sous les panneaux pour éviter qu'il y ait des déjections d'oiseaux externes qui viennent contaminer l'exploitation. Il y a un ombrage aussi qui est non négligeable pour les bêtes, pareil pour l'élevage ovin ou bovin, mais on a tous en tête ces images, enfin je sais pas si on a tout en tête, mais en tout cas moi je les ai en tête, ces images de champs en plein été où toute l'herbe est grillée et finalement on voit tous les moutons qui s'abritent sous les panneaux.
Donc c'est des petits éléments qui laissent penser quand même qu'il peut y avoir une augmentation du bien-être animal, ce qui est pas négligeable. Et après, un point important avec le réchauffement climatique. C'est ça. Et puis, ce qu'on constate aujourd'hui, on peut aussi penser que ça va s'accentuer dans les prochaines années, quoi. Bien d'accord. Donc là, on a beaucoup parlé d'élevage. On commence aussi à avoir pas mal de projets sur des zones de culture. Donc les premiers projets, historiquement, c'était plutôt sur des vignes. Même si, ce qu'on a pu voir, c'était des petits projets plutôt de l'ordre qui répondaient notamment à l'appel d'offres innovation de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Donc on parle vraiment de petites centrales avec des systèmes de gestion de la lumière qui sont assez complexes. Et finalement, le tout rend des projets qui sont assez chers et donc une énergie qui est peu compétitive, in fine. Puisque, encore une fois, on prend tous les coûts de développement, de construction et d'exploitation pour définir à quel prix on va pouvoir revendre l'électricité et qu'on ait un projet qui soit viable économiquement. Donc sur ce type de projet, sur des vignes ou sur des vergers qui font qu'on a des projets vraiment qui coûtent très cher à construire, c'est à mon sens pas très compétitif. Mais voilà, on commence à avoir aussi beaucoup de projets sur des terres cultivables, assez classiques finalement, des champs de blé, des champs de moutarde, etc. Et là, l'idée, c'est que nous, on a des projets comme ça chez Unit, où on va mettre des structures donc sur des trackers, des panneaux qui suivent la course du soleil, qui seront suffisamment espacés de 10 à 12 mètres pour qu'on puisse cultiver entre chaque rangée. Et voilà, donc finalement, pour conclure sur ce long monologue, tout est possible sur les projets agricoles. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de tout type qui sont en développement ou en construction. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt les projets agricoles qui couplent un élevage ovin, bovin, avicole et une production photovoltaïque, plus que des zones de culture. Alors au final, on a beaucoup parlé de rentabilité. Mais maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est combien ça rapporte une ferme solaire ? On sait qu'on va réaliser un complément de revenus, en plus de simplement la gestion de la ferme. Si c'est une ferme, si on est dans l'agrivoltaïque. Mais à combien ça s'élève tout ça ? Pour un propriétaire foncier, qu'il soit un agriculteur ou pas, finalement, nous, on va lui proposer une location de son terrain, comme je le disais tout à l'heure, par hectare ou par mégawatt, mais c'est quasiment équivalent, et par an. Et puis effectivement, selon la taille du terrain, son ensoleillement, la distance au réseau, etc., je me répète, les loyers peuvent varier de l'ordre de 500 € par hectare à 6, 7, 8 000 € par hectare selon le foncier. La moyenne qu'il faut avoir en tête, c'est de l'ordre de 2 à 3 000 € par hectare. Mais tu vois, tout à l'heure, je te disais, la terre agricole, je crois que la moyenne en France, justement, c'est 3 000 € l'hectare à l'achat. Donc ça te donne un ordre de grandeur de la rentabilité de ce type d'investissement. Ok, merci beaucoup Xavier. Dans le prochain épisode, on ira encore plus en détail précisément sur la ferme photovoltaïque et tout ce qu'on pourra voir par rapport à ça. Ici, on a terminé aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très vite.